que Goldman Sachs montait des trading corporations, émettait des actions. Ils achètent toutes ces actions avec... ce sont des sociétés qui font partie de Goldman Sachs. Ce sont des sociétés en cascade. Ils émettent des actions, ils achètent toutes leurs actions, et ils en revendent 80... Ils achètent toutes ces actions à $100 par exemple, chaque action. Et puis ils en vendent 90% à $104. Donc ils gardent 10%, qui bien sûr ces 10% vont prendre de la valeur, puisque le marché, puisque comme ils les revendent à 104, le marché monte à 104. Et leur système c'est comme ça. Alors après, derrière, ils refont une autre société qui refait le même système, mais ce sont à chaque fois des sociétés gigognes de Goldman. Et les gens, ils ont d'ailleurs, ce qui m'avait étonné, c'est qu'ils ont en fait un peu l'honnêteté de l'annoncer. Ce sont des gens le savaient, la Goldman Sachs Trading Corporation, on sait que c'est une filiale de la Goldman, de la banque Goldman. Après, cette Trading Corporation rachète ses actions, elle fait monter les cours. Comme elle fait monter les cours, il y a des gens qui s'enrichissent, bien sûr, ceux qui vendent à temps s'enrichissent. À un moment d'ailleurs, dans ce texte, l'auteur Matt Taibbi dit voilà, en fait c'est comme lancer une pastèque depuis le 100e étage et puis prévenir, attention, si vous arrivez à vendre avant, à prévenir les copains, attention, il faut vendre avant que la pastèque ne touche le sol. Il y a des images assez amusantes. Mais alors justement, on a l'impression là pour cette crise de 29 que c'était un coup d'essai. On va voir plus tard pourquoi pour Goldman Sachs. Absolument. Finalement, c'est un petit coup d'essai. On essaie de comprendre bien jusqu'où est-ce qu'on peut aller, comment est-ce qu'on peut monter tous ces plans financiers. Et on a aussi l'impression dès le début qu'ils ont tout compris. Ils ont tout compris dès le début. Ils ont compris que en fait les spéculateurs suivaient le mouvement. Et que d'une manière générale, les spéculateurs, et on en reparlera aussi probablement, que d'une manière générale, les spéculateurs ne spéculent pas à la baisse, ils spéculent à la hausse. Donc quand ils voient les choses monter, ils disent ça va continuer de monter, donc j'achète maintenant. Et puis ils continuent à acheter parce que ça continue de monter. Et puis à un moment, bien sûr, tout s'écroule, mais il y en a qu'un qui le savait, c'était celui qui manipule un peu tous les marchés, c'est-à-dire dans ce cas particulier Goldman. Alors cette crise de 1920, enfin l'incursion en 1929 donc de Goldman Sachs dans ce petit jeu, on va le laisser de côté assez rapidement, mais c'était pour montrer que déjà, voilà, ils y avaient pensé. Ils y avaient pensé, absolument. Alors on va passer directement, là on saute dans le temps, comme c'est écrit dans le texte, environ 65 ans, on passe à la bulle numéro 2, qui sont les valeurs technologiques, la bulle de l'Internet. Et alors, juste un vas-y. Goldman Sachs, c'est une banque d'investissement. Ils ont joué un jeu d'investissement et de spéculation parce que le système permet la spéculation, il faut aussi y penser. D'une part, le système légal permet la spéculation, en 1929 et après, disons que jusqu'à la bulle Internet, il permettait la spéculation. Et il permet la spéculation, et s'il y a spéculation, c'est aussi qu'il y a des spéculateurs, parce que Goldman tout seul ne pouvait pas évidemment faire monter des actions s'il est tout seul à en racheter, ça sert strictement à rien. Il faut qu'il y ait d'autres gens à côté qui arrivent. Donc ça veut dire que l'homme, d'une manière générale, est spéculateur. Alors, on spécule tous un petit peu, je veux dire que on fait le plein d'essence quand l'essence va monter. Par exemple, quand on sait que ça va monter, on fait le plein d'essence. C'est de la spéculation, il faut pas se tromper. Mais on est tous un peu spéculateurs. Mais je veux dire que quand la spéculation va au point d'espérer des rendements phénoménaux, etc., et surtout de mettre à genoux, on en reparlera aussi, de mettre à genoux des économies complètes ou de faire en sorte que par exemple le prix de l'alimentaire monte d'une manière incroyable comme ça a été le cas il y a un an, donc ce sont des gens qui meurent de faim à la sortie, Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce texte de Matt Taibbi, et notamment dans cette bulle numéro 2, les valeurs technologiques, il y a des détails, les auditeurs viennent d'entendre le texte, donc ils ont bien saisi les détails, mais c'est quand même, et j'aimerais bien que tu appuies un peu là-dessus, cette différence qui, ça y est faite entre, grâce aux nouveaux instruments, notamment, entre le petit porteur que l'on fait rêver
on le fait rêver de gagner de l'argent, de devenir le meilleur boursicoteur du monde, et ces gros porteurs qui eux ne prennent pas de risques car ils ont les informations. Oui, alors, en fait, il semble, d'après ce que je comprends dans cet article, parce que là, il faudrait peut-être rentrer plus loin, il semble qu'en fait, il y a deux types de gros porteurs dans l'affaire. Il y a les gros porteurs qui sont pas les copains de Goldman Sachs, et eux, ils n'ont pas les informations. Ils croient que Goldman Sachs est une banque honnête, est une banque d'investissement honnête, et puis il y a d'autres porteurs qui sont les amis de Goldman Sachs, et ce sont en général plutôt d'ailleurs des entre guillemets ce qu'on pourrait appeler des petits porteurs. Ce sont pas des grosses sociétés, ce sont pas des gros fonds de pension. Les fonds de pension se sont fait avoir par Goldman Sachs, mais j'ai l'impression qu'ils continuent. Il y en a certains qui se sont fait avoir, nous on s'est pas fait avoir, donc c'est bien. Peut-être que ce qui semble sous-entendre là-dedans, c'est que Goldman Sachs met un certain nombre de gens, se garde un certain nombre de gens dans la poche, en les mettant au courant, non pas de la magouille, mais de la manière dont vont évoluer les choses, etc. Alors que d'un autre côté, certains ne sont pas au courant, et je parlais tout à l'heure des fonds de pension des fonctionnaires californiens. Et donc là, dans cette bulle numéro 2, donc dans les valeurs technologiques, on voit comment est-ce que de toutes pièces, Goldman Sachs a fait croire, cette banque, je le dis comme si c'était un nom et un prénom et un nom, mais c'est une banque, on parle de plusieurs personnes. Oui, comment est-ce qu'ils ont artificiellement fait croire à tous à des retombées financières mirobolantes? Oui, alors Goldman Sachs, en fait, est un bon communicateur, manie la publicité, mais en plus, donc il fait croire que ses actions vont monter, mais en plus il y avait des accords cachés qui faisaient. Alors bon, là, c'est plus facile de lire le texte que de l'expliquer, mais en gros, quand il mettait sur le marché des actions d'une société nouvelle, d'une société Internet nouvelle, il s'arrangeait pour que de façon les gens qui bénéficiaient des actions à $10 l'action, je prends un exemple, s'engagent en même temps pour racheter un peu plus tard des actions à $15, puis un peu plus tard des actions à $20. Parce qu'ils savaient que ça allait monter, ils connaissaient le marché, ils savaient que ça allait monter. Si les gars s'engageaient à acheter plus tard à $15, ça veut dire que ils étaient certains que le marché allait monter. Donc en fait, c'est de la manipulation d'un bout à l'autre, cette affaire. Ça n'a plus rien à voir avec la libre entreprise, ça n'a plus rien à voir avec l'équilibre offre-demande, ça n'a plus rien à voir avec le libéralisme. J'entends bien avec le libéralisme intelligemment conçu. C'est de l'arnaque pure et simple. C'est de l'arnaque pure et simple, en même temps c'est jouer avec le système. Et c'est jouer avec le système. Alors donc il explique dans ce document que Goldman a été poursuivi d'ailleurs pour s'être livré au laddering. Laddering, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que Goldman s'arrangeait pour que les gens soient plus ou moins obligés, se soient engagés à acheter plus cher. Et puis, il faut penser que Goldman vivait avec les commissions, 5 ou 6% ou 10% sur toutes les transactions. C'est pas mal, ça fait des sommes tout à fait considérables. Et ils étaient condamnés à rien, c'est rien. Oui, j'étais condamné. Alors là, il donne un exemple de condamnation, 40 millions de dollars, mais comme il disait, c'est en gros ce qu'il gagnait en une journée. Donc c'était pas très grave, quoi. Alors c'est très intéressant parce qu'à partir de là, on peut se dire, il y a eu un test en 29, il y a cette bulle Internet, haute technologie, on peut se dire là, les autorités vont être sur leur garde. Mais pas du tout. Pas du tout. Non, mais le problème, c'est que les autorités sont peut-être sur leur garde, mais en fait, les autorités font partie. Elles font partie du jeu, elles font partie du système, et c'est ça qui est écœurant. C'est qu'en fait, quand on lit ce texte après, alors il est présenté avec humour, il est présenté d'une manière très 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 littéraire. Quand même, c'est un bon écrivain, c'est un bon journaliste. Mais quand on referme ce texte qui, moi, imprimé, il fait 15 pages, on se dit, mais en fait, c'est un monde de fous. C'est pas un monde de fous, d'ailleurs, c'est un monde où il y a deux classes. La classe de ceux qui savent, la classe de ceux qui
mis au courant.